En mars 2020, face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui la frappe, la France se confine. Les services de réanimation débordés, l'afflux de patients, la saturation des services hospitaliers, le nombre de décès conduisent le gouvernement à prendre des mesures fortes. S'ensuivent des semaines de lutte, mises un temps en suspens par l'accalmie de l'été. Mais le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot, puisqu'une deuxième vague touchera la France, conduisant à un deuxième confinement fin octobre et une troisième vague début janvier avec l'apparition des variants. Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû s'adapter, composer, improviser, inventer. 1 an après, Hospi Média a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. On a quand même des gens qui ont au-dessus de 90 ans. À un moment, tu te dis, j'ai pas envie, moi, de transmettre quelque chose à ces gens-là que je viens soigner. En fait, le but, c'est pas de faire pire que mieux. Moi, je m'appelle Aurore, je suis infirmière libérale. Ça fait maintenant 11 ans, cette année, qu'on sera installé en cabinet libéral avec ma collègue, avant même qu'on soit un petit peu dans la période de confinement. Vraiment, quand ça a commencé, nous, on avait senti un peu le truc venir. Moi, avec ma remplaçante à l'époque, on n'attend pas qu'ils aient commencé à mettre les mesures en place. On a commencé, nous, à mettre les masques chirurgicaux dès le début du mois de mars. Ce qu'on avait, nous, des stocks qu'on avait pu faire un petit peu avant, lors de soins techniques, tu arrives à récupérer du matériel, quelques surblouses, vraiment en se disant, on ne prend pas le risque, on ne savait pas trop. Chez nos patients les plus à risque et les plus âgés, on a donné aussi des masques qu'on avait en notre possession pour eux leur faire mettre à domicile. On n'avait pas encore de directive et je veux dire on n'a pas tellement eu, mais en amont on s'était dit quand même prenons pas le risque. Moi je savais pas trop, allez on va mettre des masques et on va faire avec ce qu'on a là. Donc ça s'est fait un peu comme ça tout au début, avant qu'on soit vraiment dans la période où on a été confinés. Après quand ça a été annoncé, les mesures, là ça a été dur. Ça a été dur sur le terrain parce que nous, en fait, on est resté avec une absence d'information. Voilà, on est resté dans le néant, dans débrouillez-vous, d'accord, il y a une crise, maintenant c'est confiné. Au niveau des organisations, de l'ARS ou que ça soit de nous, de l'ordre infirmier, on n'a rien eu, en fait. Du vendredi au lundi, voilà, c'était la même chose, on a continué de travailler comme si... Alors, les gens ont su qu'ils allaient être confinés, mais nous, ça, c'est, voilà, et on n'a pas eu d'informations pour en parler. Voilà, votre profession, ça serait bien de mettre ça en place ou de ne pas faire ça. Enfin, des recommandations, des espèces de protocoles qui auraient pu être réfléchis pour qu'est-ce qu'on fait. Et là, nous, on s'est retrouvés démunis. Moi, j'ai été vraiment démunie de me dire, déjà, qu'est-ce qu'on va faire, en fait humainement, ils nous parlent de nous confiner, mais professionnellement, on ne sait pas ce qu'on est censé faire. Alors, nous... on a eu une réflexion commune, je parle nous, moi, ma remplaçante et puis tous nos patients, de se dire, d'accord, en gros, maintenant, ils nous demandent d'éviter les contacts, d'éviter de voir des gens. Alors, on a eu des réflexions avec les patients et leurs familles en se demandant, qu'est-ce que vous voulez ? On fait quoi ? On vient comme si de rien n'était, j'ai envie de dire, comme dans notre quotidien de soignants, avec le peu de matériaux qu'on avait, parce qu'à l'époque, la dotation en masques, elle n'était pas mise en place encore, et nous, on était toujours que sur des petits masques chirurgicaux. Du coup, on a beaucoup parlé avec les familles de savoir quoi faire, en fait, face à ça, parce que c'était une situation nouvelle, hein. Les confinements, on n'en vit pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de passer... j'allais dire 2 fois par jour pour des traitements, est-ce qu'on continue de faire la toilette tous les jours ? Enfin voilà, on a été vraiment dans de la réflexion au cas par cas. Hein. Surtout que nous, on est des personnes, j'allais dire, qui sommes à risque, plus à risque d'attraper et plus à risque de transmettre. On va de patient en patient avec peu de moyens et en plus, on n'avait pas d'informations sur comment ça se transmettait. On était vraiment dans le néant, on ne savait pas. Donc, si réellement on était un risque pour des patients, une patientèle, elle est assez âgée, on a quand même des gens qui ont au-dessus de 90 ans. À un moment, tu te dis, j'ai pas envie, moi, de transmettre quelque chose à ces gens-là que je viens soigner. En fait, le but, c'est pas de faire pire que mieux. J'ai téléphoné à l'ARS, j'ai téléphoné à l'ordre infirmier, et j'ai eu comme réponse, non pas à l'ordre infirmier, mais à l'ARS, vous faites en votre âme et conscience. Voilà ce qu'on m'a donné comme réponse à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'est bien, en fait. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Et moi, il me paraissait judicieux et ma remplaçante était d'accord avec moi à ce moment-là.
qu'on minimise les passages chez nos patients. Vraiment qu'on aille à l'essentiel et qu'on réorganise, puisque d'abord il y avait des personnes qui étaient confinées du coup en famille, qu'il y avait des aidants naturels qui se retrouvaient à domicile parfois et que du coup les personnes sur qui on ne peut pas compter quand elles travaillent là, elles étaient là. Donc en fait on a fait vraiment au cas par cas. Moi je me suis présentée chez le patient, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a une distribution de médicaments 3 fois par jour, ok d'accord. Est-ce que vous pouvez assurer, si j'ouvrais pas les médicaments le matin, est-ce que vous pouvez donner ceux du midi ? Oui, non. Voilà, on a été vraiment dans du deal de savoir qu'est-ce qui était jouable, ce que les patients souhaitaient. Et puis après de dire, c'est pareil, la toilette, chez des papiers mamie qui sont lavés tous les jours, est-ce que c'est judicieux, là, dans cette période-là, d'aller les voir tous les jours ? Est-ce que c'est plus un bénéfice ou un risque de faire une toilette tous les jours ? Ou est-ce que, tant pis, une fois elle se débrouille, une fois elle n'est pas lavée une journée, bon, en fonction du contexte, bien sûr, tu ne vas pas aller chez des personnes qui ont des problèmes d'incontinence ou de plaies, enfin voilà, tout est à voir. Mais du coup, on a vraiment été dans de la négociation avec les patients de vous voulez quoi ? Il y a des patients qui nous ont dit non, moi je préfère vous voir tous les jours. Bon ok d'accord, on maintient le passage comme il est convenu parce que ça vous rassure de nous voir, parce que vous êtes la seule personne que vous voyez, ok, pas de souci. Mais voilà, ça a été vraiment, on n'a rien imposé. On a été vraiment dans de la réflexion commune de les patients, ce qu'ils étaient prêts à mettre comme capacité eux de leur côté pour que ça puisse se faire comme ça. Et puis nous, ce qu'il était judicieux qu'on fasse. Voilà, il y a des moments où on s'est dit, on peut économiser un passage. C'est un risque en moins aussi de les voir. Alors après, il y a eu beaucoup de contacts téléphoniques. On a quand même fait... on n'allait pas voir les patients pour leur donner les médicaments, mais on les appelait. Voilà, ça va bien, il n'y a pas de souci. Enfin, on a été vraiment dans, de la consultation téléphonique. On a pris le relais. On ne les a pas laissés couper du monde non plus. Il y a des patients que ça a rassuré qu'on ait pris cette démarche-là, en disant c'est bien, elles veulent vraiment nous protéger. Et j'ai une dame qui m'a dit non, moi je peux pas me passer de vous voir. Enfin, un moment, sinon je vois personne et je veux pas. Je veux vraiment pas ne voir personne de ma journée. Je vois plus ma famille, mais si en plus je vois même pas l'infirmière, voilà. On a été quand même dans la peur. Les gens ont eu peur. Et même ont eu peur de nous. Et là, moi, j'ai l'image d'un petit couple de papy et mamie chez qui on fait des soins, très âgés, et qui te regardent et qui... vous êtes bien lavé les mains ? Alors le masque, on l'avait, mais là où la personne s'était jamais posé la question et te fait confiance, en fait, là, il y a une remise en question de vous avez bien fait les gestes qu'il faut, vous êtes bien lavé les mains, vous êtes sûr ? Et qui te regarde, tu vois, avec ton manugel, si tu fais bien les gestes devant elle, en fait, alors que... Et là, tu te dis, mais en fait, ça fait partie de notre métier. J'allais dire, de base, on se lave les mains et on fait attention. Si on est malade, on va mettre un masque parce qu'on n'est pas là pour contaminer les gens. Mais c'est vrai que d'autant plus, là, ils ont été vigilants à ça, de dire, vous faites bien tout ce qu'il faut, vous prenez pas le risque... Donc c'était... là, maintenant, ça me fait rire, mais sur le coup, tu te dis, je l'ai toujours fait, en fait. Je me lave les mains tout le temps quand j'arrive chez vous. Je fais attention, de base. Mais là, ils ont été vigilants à ça. On a commencé dans le grand flou et dans le grand manque de matériel. Nous, on ne savait pas, est-ce qu'il fallait des surblouses chez tout le monde ? On n'a pas eu ces directives-là. Est-ce qu'il faut qu'on mette ce qu'il faut dans notre voiture pour protéger l'intérieur de notre voiture ? Si potentiellement, tu mets une surblouse, mais que tu la retires... Moi, je me suis dit à ce moment-là, il faudrait, pour bien faire, arriver chez le patient et avoir une combinaison, des lunettes, une charlotte, tout ça, mais pour un patient. Et techniquement, quand tu fais 50 patients la journée, mais tu peux pas le faire en fait. Le matériel, on n'en avait pas, on n'en a pas eu. Alors après est venue la dotation en masque. Elle est venue un peu tardivement, mais bon, je rigole de ça parce que c'est tellement ridicule. En fait, vers fin du mois de mars, on a eu des masques. Mais on a quand même eu 10 jours où potentiellement, il a fallu qu'on se débrouille. Enfin voilà, on a quand même été des grands oubliés. Parce qu'on a parlé beaucoup des problèmes dans les hôpitaux, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, et il y en a encore. Mais alors nous, les libéraux et les domiciles, ça a carrément été néant, quoi. Ça n'existait pas. Dire même encore maintenant, quand on veut revendiquer quelque chose, on parle toujours du manque de moyens à l'hôpital, mais en ville, et de la coordination et de l'importance des réseaux à domicile, c'est un peu le grand flou. Donc là, sur cette période-là, premier confinement, on a quand même eu les masques. Deuxième confinement, on n'a plus eu de masque. Et là, on n'a toujours pas de masque. Enfin, on n'a toujours pas de masque. Ceux qu'on achète maintenant. Mais la dotation, c'est fini. Il faut qu'on achète, il faut qu'on anticipe pour les périodes de crise. S'ils veulent combattre une crise, qu'ils donnent les moyens déjà à toutes les personnes qui interviennent et qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Donnons-nous, qu'on ait ce qu'il faut, des surblouses, des charlottes, des masques. Et là, rien en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté la dotation octobre. Et là, en fait, ils n'ont pas remis de dotation de rien, quoi.
Donc depuis octobre, on se débrouille à acheter. On a manqué de matériel, mais en plus on manquait beaucoup d'informations. On ne savait pas si c'était judicieux, est-ce qu'il fallait mettre des surblouses chez tout le monde. Moi j'ai fini par me dire non, on n'avait pas beaucoup de surblouses, on a fini par les mettre que chez les gens qui étaient pas bien. Mais du coup potentiellement on savait pas si on prenait le risque de contaminer les autres. Mais enfin à un moment tu vas à l'essentiel, tu te dis bon bah ceux-là potentiellement ils ont des symptômes parce qu'à ce temps-là on n'avait pas les tests non plus. On était sur bon ils ont de la fièvre, potentiellement on sait que cette personne-là est positive et qu'il faut qu'on fasse plus attention là. Non, on n'en savait rien en fait. Donc maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tests, on arrive à savoir si c'est ça ou pas ça, et puis c'est plus facile de cibler, de dire, oh, bah voilà, là on prend vraiment toutes les précautions pour ce patient-là parce qu'on sait que c'est ça. Mais c'était pas du tout ça. Hein. On était vraiment dans le, dans le néant. On a été dans le néant. À part le début où j'ai vraiment été dans la période de peur, assez vite, je me suis dit, mais en fait, bon, c'est le quotidien de ton métier, d'être confronté éventuellement à des maladies et de savoir ou pas. On nous parle du coronavirus, mais potentiellement, on va chez les gens et puis bah, s'ils sont malades, ils peuvent nous transmettre des maladies. Et puis voilà, ça fait un peu partie du risque voilà, de notre métier. Et jamais je m'étais posé tant la question. Maintenant, c'est vrai qu'on regarde tous les gens avec, bon, potentiellement, ils vont me contaminer, ils vont m'amener quelque chose. Donc moi, je me suis détendue un petit peu avec ça en me disant, bah voilà, hein, ça fait partie du métier. Et maintenant, c'est pour ça aussi que je le vis mieux. Pour ma sécurité, il a fallu que je relâche un peu la pression de ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis aussi de redescendre un peu en tension en me disant mais c'est vrai que l'année dernière, on entendait en gros, t'as le coronavirus, tu vas mourir. Enfin, il y a eu ça qui a été associé. Maintenant, on sait bien que voilà, il y en a qui sont malades et puis c'est tout. Et puis il y en a qui sont asymptomatiques et puis ça va. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus sévèrement touchés. Mais sur le coup, l'année dernière, c'était ça. Hein. Je veux pas l'attraper, je vais mourir. Je vais pas aller à l'hôpital parce que je vais mourir. L'hôpital, ça a pu être vu comme un lieu de soins, mais comme un lieu où potentiellement tu attrapes quelque chose qui te tue. Quoi. En fait, les gens, ils se sont vraiment je vais dire, éloignés le plus que possible de l'hôpital. Des gens qui avaient besoin d'être suivis ou quoi. On a encore le cas ce matin, moi. Ce matin même. Ma collègue, la remplaçante, elle appelle, elle fait un bilan chez un monsieur. Elle me dit, le médecin voulait le faire hospitaliser, mais au vu du contexte, il préfère le garder chez lui. Alors je dis, c'est bien, le monsieur, en fait, potentiellement, il a vraiment besoin de soins urgents, et on va le garder à domicile parce qu'il risque d'attraper la Covid à l'hôpital. Mais à un moment, peut-être qu'il va mourir à domicile parce qu'il n'a pas été à l'hôpital, en fait. Et là, c'est là où c'est aberrant, en fait. Il y a tellement cette logique-là qui revient dernièrement beaucoup, en fait. Les gens, ils veulent plus du tout se faire soigner. J'ai une consultation à l'hôpital, je vais l'annuler. Et en fait, du coup, ils prennent du retard de soins sur d'autres pathologies, alors plus chroniques. Mais à un moment, ça va être quoi les effets de tout ça après ? On a eu un rebond la plein été parce que du coup, là, il a fallu rattraper un petit peu tout ça. D'habitude, où c'est une période un peu calme, là, on a eu beaucoup de post-op, on a eu beaucoup de gens qui ont été en consulte, des bilans à faire. On rattrape un petit peu le retard qu'on a accumulé. Et après, là, on est à nouveau dans la phase où, dès qu'on parle un petit peu de pic, où les gens sont vraiment réfractaires. Non, on va plus à l'hôpital. Et de même, les hôpitaux qui repoussent les rendez-vous. Là, j'ai vu chez une dame, là, ce matin, je regardais, elle est suivie pour de la néphrologie, les reins qui marchent pas bien, et elle a des consultations avec la dialyse. Et pour voir un petit peu l'évolution, et là, ils lui ont reculé son rendez-vous de 2 mois. Donc cette dame-là qui potentiellement devrait passer en dialyse, au final, on va attendre plus longtemps de voir. On maintient comme ça et puis on verra plus tard. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est vrai que quand on veut, nous, faire hospitaliser des gens, ils sont vraiment non, pas l'hôpital, pas l'hôpital. Quoi. On n'est vraiment plus dans l'hôpital qui soigne, on est dans l'hôpital qui contamine. Et c'est difficile. Par rapport à l'année dernière, moi, j'ai réussi un petit peu à être détachée, et tant mieux. Pour ma santé mentale, à un moment, de ne pas être impactée toujours autant par le stress. Tout ça parce que j'ai pas envie de vivre sans cesse dans quelque chose qui soit angoissant, et pour moi, quand je vais au travail, et puis après, de revenir chez moi et être dans l'angoisse. Est-ce que toi qui es soignant, tu rentres chez toi, tu risques de contaminer tes proches ? Moi, à un moment, j'ai eu un poids énorme en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? J'étais vraiment dans un truc où j'ai été dans la peur, de l'inconnu. Qu'est-ce qui nous tombe dessus ? Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, j'ai relativisé, je me suis dit, d'accord, donc, maintenant on sait aussi qu'il y a des gens, que tout le monde ne meurt pas. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, détends-toi, c'est comme une autre maladie. Moi, je suis jeune et en bonne santé, donc potentiellement c'est pareil, même si je l'attrape, je dis pas que je vais pas être
je risque de pas être bien, mais ça va, je devrais pas aller en réanimation. Enfin, j'ai relativisé aussi certaines choses en me disant, bon, ben voilà, reprends un cours de vie normal, parce qu'en plus, j'ai le sentiment, là, ça dure depuis 1 an, que ça va encore durer, et qu'à un moment, on peut pas mettre toujours la maladie au devant de toute notre vie. Voilà, il va falloir apprendre à cohabiter avec ça, et bon, moi, j'ai pas le sentiment d'être plus vigilante, j'ai le sentiment que j'étais déjà vigilante suffisamment, et puis que ça n'a pas changé. Le masque toujours sur le nez, bon ça c'est quand même difficile parce que ça a mis pas mal de freins aussi dans la communication avec des personnes qui sont âgées, qui sont malentendantes ou malvoyantes, avec des sons étouffés. Ça a quand même mis une grosse barrière, des gens qui auraient besoin parfois d'être réconfortés ou t'as envie, ne serait-ce qu'un petit peu une tape dans le dos. Maintenant, je pense qu'on a quand même ces gestes-là qui se sont mis, la barrière elle est là et je suis pas sûre qu'on arrivera à faire tomber cette barrière-là, même si on trouve après des solutions ou pas. Du coup, c'est vrai que ça, c'est devenu des habitudes, des gestes barrières, ne plus se toucher, ne pas... Et bon, je trouve que c'est au détriment un peu de notre soin. Voilà, parce qu'on est quand même un métier, nous, à domicile, où c'est relationnel. On a beaucoup de personnes qui vivent toutes seules. Et à un moment, là où tu peux avoir un geste un peu réconfortant pour elles, ben là, tu le fais plus. Après, là, je vois en période un peu comme ça, des confinements, les confinements successifs et les isolements. Les patients ont compté beaucoup plus sur nous pour tout ce qui était un petit peu, des choses qui ne sont pas des soins. Vous pouvez aller à la pharmacie pour moi. Vous pouvez aller chercher du pain pour moi. On a plus rendu des services, en fait, qui sont des petits trucs en plus de notre métier. Mais à un moment, tu te dis, bah, s'ils voient que toi, ouais, tu peux pas faire ça, quoi. Là, je sais que j'ai un monsieur ce matin, sur ça, il me dit, bon, ma fille, elle est cas contact. Donc, elle viendra pas, elle vient tous les week-ends préparer et les médicaments, et puis gérer le stock, faire les courses. Et là, il me dit, faut que je vous demande quelque chose. Oui, dites-moi si je peux vous rendre service. Vous pourriez aller me chercher du pain parce que j'ai pas de pain, là. Bon, bah, je vais aller te chercher du pain, papy. Ben oui. Mais à un moment, c'est pas notre métier. Mais à un moment, si moi je le fais pas, en fait, il se retrouve à avoir personne pour le faire. On a été obligés. Pour moi, c'est pas un problème. Obligés de passer un peu au-delà de nos compétences et puis de nos attributions, parce que sinon, les gens, à un moment, ceux qui ne voient que toi, tu peux pas les envoyer chier quand ils ont que toi. puis voilà. Tu comprends bien la chose, quoi. Bon, il peut pas le faire, il est tout seul. Bon, bah oui, ça paraît logique, on est là pour les aider et leur rendre service. Donc bon, on a été un peu, voilà, dans des trucs qui outrepassaient nos fonctions. Mais bon, c'est ce que je leur ai dit, tant que je peux le faire, voilà. Je veux bien vous rendre service, je fais au mieux. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens attendent ton passage, parce que... Bon, après, on ne fait pas ça tous les jours, on passe pas toute notre vie à discuter tout le temps. Et puis, mais quand tu sens qu'il y a besoin de le faire, bah voilà. Moi, je sais que j'aime bien me dire, tiens, dans ma tournée, bah, s'il faut que je me pose 5 minutes à parler avec la personne, ben, je vais le faire parce que c'est vital pour elle, parce que du coup, c'est aussi vital pour moi de voir que ça va bien, ou qu'on a pris le temps de solutionner un problème qui n'est pas un problème technique. C'est aussi comme ça que je vois le soin. Nous espérons que ce 2e épisode de Face au Covid vous a plu. Dans le prochain épisode, nous entendrons Laurence, médecin coordonnateur en EHPAD.